La politique de l'État en matière de rénovation énergétique a connu une accélération très forte ces derniers mois, notamment portée par le plan de relance du gouvernement, mais aussi dans la continuité du plan de rénovation qui avait été mis en place ces dernières années. Monsieur Courteville, peut-être un premier bilan d'étape aujourd'hui ? Très bien, merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, vous m'avez déjà présenté, mais moi je représente donc l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et pour dire que du coup, on s'adresse forcément aux ménages, au grand public, pour rénover l'habitat. Et l'habitat, alors c'est pas l'habitat social où on a les bailleurs sociaux regroupés, etc. On va vraiment s'adresser à chacun dans sa copropriété, dans son logement. Ce qui présente une difficulté très particulière, c'est que chacun, maître d'ouvrage de son projet, c'est déjà compliqué d'être maître d'ouvrage professionnel, alors maître d'ouvrage grand public, c'est pas simple. Et par ailleurs, on parle de la rénovation, alors il y a les normes thermiques, la réglementation environnementale, alors je ne serai pas du tout expert du sujet puisqu'on est sur la rénovation, et on a tendance à dire que 80% des logements de 2050, ils existent déjà. Enfin, et déjà, ils existent déjà, mais en même temps, c'est eux les plus énergivores, puisque ceux qu'on construit, enfin, ou même ceux qu'on a construits dans les 10-15 dernières années, honnêtement, il n'y a pas trop de problèmes thermiques et énergétiques. Donc le plan de rénovation côté État, alors je vous parlerai plutôt côté logement, on est sur une dynamique qui a été de réorienter assez fortement tout ce qui a été aide à la rénovation énergétique, etc. Alors, des démarches initiées depuis le Grenelle de l'environnement, depuis plus d'une dizaine d'années, avec les premières aides, même avant, si on parle des certificats d'économie d'énergie au début des années 2000. Et les grandes orientations ont vraiment, le changement majeur, en tout cas côté ANA, ça a été de transformer ce crédit d'impôt transition énergétique en MaPrimeRénov' en 2020. Alors pourquoi changer un crédit d'impôt en MaPrimeRénov'? Alors ça a été vraiment le point de se dire finalement on faisait quand même beaucoup de rénovations avec le crédit d'impôt. Mais trois leviers majeurs qui ont été mis en œuvre pour ce plan. Un, c'était d'avoir une aide qui est plus juste. Parce que finalement, le crédit d'impôt, déjà quand on paye des impôts, c'est souvent qu'on a suffisamment de ressources, c'est que potentiellement les travaux, on aurait pu les faire, et donc de pouvoir inciter les ménages qui avaient le moins de ressources à faire les travaux. Et on est passé de 10% aux 2 tiers des ménages aidés, 10% dans le CITE, 2 tiers maintenant, qui sont les ménages les plus modestes, enfin les 4 premiers déciles de la population. Plus efficace aussi, parce que le crédit d'impôt, on aidait pareil, peu importe ce qu'on changeait, et donc là, ça a été aussi de mettre plus d'aide quand on met du chauffage biomasse ou de l'isolation. Et enfin, plus simple, avec des dispositifs où, si on se remet dans la peau d'un ménage modeste, avoir un crédit d'impôt 2 ans après avoir fait les travaux, c'est un peu compliqué, donc d'essayer de le mettre un peu en même moment que le moment où on fait les travaux. Et c'est vraiment ça, le côté s'adresser au grand public. Donc ça a été ça, la jeunesse de MaPrimeRénov', le plan de relance. Alors le plan de relance, ça a été un coup de boost de dire qu'on va aider tous les ménages, qu'on ouvre à toutes les copropriétés, parce que les copropriétés, c'est une décision collective, donc des complexités plus fortes. Et ce qui nous a permis l'année dernière d'être sur autour de 700 000 ménages aidés. Et le plan de relance, il y avait aussi ce côté économique. On est sur les aides ANA uniquement rénovation énergétique à 8,5 milliards de travaux. Et l'ANA aide également d'autres types de ménages pour l'adaptation au vieillissement ou autre, mais c'est moins l'objet aujourd'hui. Donc on est sur 700 000 ménages, 8,5 milliards de travaux cette année, et peut-être le dernier point, c'est le côté, on s'adresse au grand public, et forcément la complexité, l'information. Il y a plein de réseaux pour aller toucher tous les ménages partout dans leur maison qui, un, ne savent pas qu'ils ont des aides, deux, ne prennent pas conscience de l'enjeu de rénover, ils prennent conscience du fait qu'ils ont froid, que les chauffages sont trop élevés. Mais après, une fois qu'on s'est dit, mais pourtant j'ai des fenêtres double vitrage, je ne comprends pas pourquoi j'ai encore froid, quoi. Donc il y a ce côté vraiment, et il y a ce côté d'information, de conseil, c'est la mise en place du réseau France Rénov', mais je pense que je suis déjà un peu long dans ma réponse. Justement, alors on disait que c'est une simplification normalement du parcours, mais vous pouvez pas. Vous savez quand même qu'il y a eu quelques critiques, notamment sur la complexité de mise en place des dossiers, de MaPrimeRénov', certaines bureaucraties, les difficultés avec les cumuls avec les C2E, et puis maintenant cette idée aussi de l'accompagnateur Rénov'. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus aussi, avec l'inquiétude du côté des professionnels de savoir comment ça va se passer exactement? Alors, on est vraiment dans ce sujet où, de fait, faire les travaux, c'est compliqué, mais même s'engager dans des travaux, c'est compliqué. Et puis même le fait de se dire qu'on va s'engager dans des travaux, alors bon, quand c'est son métier, on se lève le matin pour le faire, mais quand c'est pas son métier, et quand c'est pour le faire chez soi, et qu'on n'a pas le temps, et qu'on a d'autres choses à gérer, c'est compliqué. Sans savoir en plus,
qu'est-ce qui est le plus pertinent comme travaux, quelles sont les aides, il y a de l'administration, il y a du financier, il y a potentiellement, on a déjà du mal à payer la facture de chauffage à la fin du mois, voire même des situations plus délicates. Donc France Rénov', il y a eu ce sujet, alors ça a regroupé avec le réseau fer qui existait, l'objectif d'accroître un peu l'ambition en termes déjà de territoire, de couvrir partout, et de toucher également progressivement l'ensemble de l'intervention sur son habitat, parce qu'en général, quand on traite l'habitat, on en profite pour faire d'autres travaux. Vraiment efficace, il faudrait que ce soit sur des rénovations globales aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de rénovation, les petits gestes, mais que finalement, il faut avancer plus loin. Et bien ça, c'est le sujet justement de mon accompagnateur Rénov'. Mon accompagnateur Rénov', qu'est-ce que c'est? Alors ça fait 10 ans que l'ANA accompagne les ménages dans le cadre du dispositif Habiter mieux qui est créé en 2011. Ça fait aussi presque 10 ans que l'ADEME a mis en place des dispositifs d'accompagnement avec les PTRE, enfin je vais encore reparler en sigles et je vais m'arrêter là sur les sigles, et de se dire finalement, au moment de la Convention citoyenne sur le climat, au moment du rapport d'Olivier Sichel l'année dernière, directeur de la Banque des Territoires, il y a eu ce sujet de se dire l'accompagnement c'est important, et pourquoi c'est important? C'est important techniquement, d'avoir quelqu'un qui vient chez soi et qui dise bah voilà, c'est ça qui est pertinent côté travaux et ça va vous permettre de faire une réduction, oui ou non. Sinon, enfin, je prends la caricature toujours, on change que les fenêtres et donc on comprendra pourquoi on a toujours froid. Donc il y a ce côté technique, et puis même comment je peux avoir des entreprises, quel type d'entreprise je peux demander, RGE, le label RGE, bon, enfin, si on est dedans, on s'y connaît, mais voilà. Il y a le côté social, financier, quelles sont les aides auxquelles j'ai le droit? Alors quand on demande sur Habiter mieux les ménages qui ont été accompagnés, il y a 50% qui disent bah, j'ai découvert des aides auxquelles je ne pensais pas, l'aide de la collectivité, les C2E, etc. Ce côté administratif. Les professionnels qui sont devant vous, ils ont besoin, aimeraient comprendre aussi qui va être cet accompagnateur Rénov'. Je pense que sur le fond, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avancer là-dessus, mais après, comment ça marche? Qui est désigné? Comment est-ce qu'on va avancer? Alors la logique, si j'essaye de me mettre dans un milieu professionnel, c'est d'être vraiment sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc la différence sur MaPrimeRénov', on peut avoir une entreprise travaux qui va dire « je vous aide à monter le dossier ». Là, l'objectif, et la loi le dit, il y a un enjeu d'indépendance et de neutralité. Pourquoi? C'est d'avoir quelqu'un qui est en conseil au ménage et qui lui dit « voilà, il y a différents devis, voilà ce qu'il faut regarder, etc. À vous de choisir, mais voilà les conseils ». Et pas d'éviter le côté un peu jugé parti. C'est ça, ce côté indépendance et neutralité. Alors, en détail, les textes sont en cours, etc. Je ne peux pas rentrer dans trop le détail, mais il y a des acteurs qui le font, qui sont, on va dire, dans un bloc parapublic d'opérateurs sur des vocations sociales du logement, Fédération Solia, Urbanis, d'autres, des collectivités qui ont mis en place un certain nombre de dispositifs, les espaces conseils, ex-FER, France Rénov' aujourd'hui, qui font cet accompagnement. Mais si on veut rénover d'autant plus de logements, il va falloir qu'on passe à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, il va falloir aller trouver toutes les bonnes âmes de personnes qui peuvent aller assurer cet accompagnement. Alors on peut penser au premier lieu aux architectes, notamment, des bureaux d'études thermiques, etc., avec cet enjeu de pouvoir justifier des compétences techniques, thermiques notamment, mais des compétences financières, sociales, administratives, d'avoir cette connaissance globale pour être vraiment en conseil aux ménages. On le sait de toute façon, pour que ça fonctionne, il faut une collaboration entre tous les professionnels. Et notamment, vous parliez donc de la place de l'architecte parmi les professionnels engagés dans l'accompagnement de la rénovation. Bien évidemment, on pense à eux. Et ce n'est pas vous, Monsieur Pellegrin, qui va me contredire, je pense. Non, non, bien sûr que non. Ça fait des centaines d'années que l'architecte est accompagnateur. Hein. Il ne s'appelait pas comme ça, mais voilà, c'est notre métier. On est compétent, responsable et indépendant. C'est exactement la description qui a été faite. Donc on est à l'aise dans ce rôle-là et on entend prendre notre part à l'action. D'actions, voilà, d'exemples d'actions à mener ensemble. Oui, juste avant de rentrer sur les actions que nous menons à l'UNSFA, avec plein de partenaires que je citerai. Bon, on a bien vu après Covid que l'enjeu n'est plus que la thermique. Voilà, c'est une grande découverte, nous on le savait depuis longtemps en matière de rénovation. Et d'ailleurs, je vois un très bon signe dans le fait que finalement, la commande a été passée de l'ADEME à l'ANA, qui pour nous est très rassurant. Voilà, parce que l'ANA a une très grande expérience de rénovation globale et je pense que c'est effectivement l'enjeu, la requalification globale, réenchanter le cadre de vie, et puis c'est l'occasion d'embarquer tous les sujets. Évidemment l'économie d'énergie, mais pas que. Vous avez la liste, je vais pas me paraphraser, mais voilà, on peut, dans cet acte de rénovation et de requalification, que ce soit de la maison, on va en parler, que ce soit de la copropriété ou que ce soit de l'îlot entier, on peut embarquer plein de sujets
qu'on ne pourrait pas embarquer si on restait braqué uniquement sur la stricte économie d'énergie. Alors, voilà, l'UNSFA travaille depuis longtemps sur ces sujets et on a identifié et organisé et orchestré trois actions aux 3 échelles. Maison individuelle, avec les architectes de rénovation, à l'échelle de copropriété, on parlait du collectif qu'on a créé récemment, collectif Rénovation Globale des copropriétés, qui sera abrité par l'Alliance, qui est abrité maintenant par l'Alliance HQE-GBC, et à l'échelle de l'îlot, l'action Opérae, Cœur d'îlot. Vous aurez les slides dont ça va dérouler assez rapidement. J'ai un temps qui est mesuré, mais des flashs pour vous caractériser ces trois actions. À l'échelle de la maison individuelle, eh bien, il y a un partenariat qui s'est engagé entre UNSFA et CAPEB. Voilà, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble avec les artisans pour pouvoir, pour la maison individuelle, le petit local tertiaire en chauffage individuel ou l'appartement, faire une offre globale. Donc c'est une offre qui est structurée, qui est reproductible et qui va sécuriser effectivement le particulier parce qu'il a l'ensemble de l'équipe, mais il a aussi le conseil indépendant. Donc une offre simplificatrice, des conseils, de l'expertise. Évidemment, il faudra lui détecter pour lui les financements et puis trouver un programme de rénovation bien adapté, des engagements sur des prix, sur des délais, donc qui sécurise l'offre. Et le maillage du territoire commence à se faire en créant ces binômes architectes-artisans pour répondre avec le plus de professionnalisme et de surface géographique couverte par ce duo architecte-artisan. Voilà pour la première action. La deuxième action, elle est à l'échelle de la copropriété. À l'échelle de la copropriété, on voit que les choses sont plus complexes parce que la gouvernance d'une copropriété, vous le savez certainement, c'est pas quelque chose d'évident. Donc là, on a monté une action qui est pilotée par Émir Azag. La première a été pilotée par Michel Jarleton, tous architectes à l'UNSFA. Et elle est plus récente. C'est une idée spontanée qui est arrivée d'abord, je le dis pour être honnête, entre l'UNSFA et l'UNIS, qui a constaté qu'on avait finalement du mal à se comprendre. Et donc l'idée, c'est de créer cette synergie pour arriver à ces objectifs de massification. Alors le spectre est large, hein, vous le voyez. Il y a la maîtrise d'ouvrage, il y a la maîtrise d'usage, il y a la maîtrise d'œuvre, il y a les AMO, les entreprises, les fournisseurs d'énergie. Voilà, la famille est rassemblée et ensemble, on va tricoter de quoi passer de cette situation un petit peu anxiogène à une situation plus idyllique, plus fluide. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si moi je le constate, hein, c'est magnifique ce qui est passé depuis 2 ans, on sent que ça bouge, que les choses sont plus lisibles, sont plus claires. D'ailleurs, les leviers, vous n'avez pas parlé, mais il y a surtout 2 leviers qui comptent beaucoup. C'est ce qui est en destination des bailleurs. L'interdiction de louer, enfin, d'augmenter déjà les loyers dès le mois de juillet ou dès le mois d'août pour les F et G, et puis l'interdiction de mise en location selon les classes 2025, 2028, voilà, 2035, je crois, derrière. Ça, c'est des vrais leviers, parce que les bailleurs, souvent, peuvent emporter le vote pour faire bouger la copro. Donc voilà, une situation qui était un peu complexe, qui s'améliore très nettement, et l'objectif, c'est de mettre les habitants, qu'on appelle les maîtres d'usage, en confiance. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, donc vous voyez qu'ici, on a les principales fédérations professionnelles. Elles sont en satellite autour de l'Alliance HQE parce qu'il nous fallait un réceptacle. On ne pouvait pas créer une association de plus, il y en a suffisamment. Donc, on est abrité par Alliance HQE et on a tous les partenaires que vous avez sous les yeux. Et ce n'est pas fini. Si vos fédérations absentes veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus et vous contacterez Émilie. Il y a son mail dans les slides. Pour résumer, 4 axes, 10 actions, 12 mois. Ouais, 10 mois, c'était trop court. C'est vrai qu'on s'est donné un planning serré. Faciliter la commande, proposer des outils opérationnels, développer le réseau des professionnels et innover dans les financements. Très rapidement, voilà, on va travailler sur le DTG pour le rendre plus fluide, sur la synergie de l'ensemble de la filière et sur la mise en place d'un référentiel commun pour qu'on puisse parler un peu plus le même langage pour, encore une fois, avoir des actions plus compréhensible de la part des autres. Deuxième sujet, proposer des outils opérationnels. On est en train de bâtir des programmes de formation par corpus
métier, mais aussi en interprofessionnel. Ça n'existe pas. On aura dans une formation interdisciplinaire des syndics et des archis et des entreprises et des BET et des thermiciens, etc. Créer une base de données documentaire, créer une boîte à outils de bonne gestion de projet, réfléchir au mode d'évolution des marchés, déployer évidemment l'action en région, promouvoir des actions interprofessionnelles sur le territoire et innover dans les financements, notamment avec le levier de la densification sur élévation. J'en viens à la dernière action, Operae, que je pilote avec Jean-Pascal Chirat. Elle est abritée par le Club de l'innovation de l'habitat. Elle vise le changement d'échelle. Là encore, on a beaucoup de partenaires. On a les grandes agences nationales, dont l'ANA, l'ADEME, etc., le PUCA, et quatre axes. Changer de maille. Changer de maille, ça peut nous rendre plus intelligents. L'échelle de la parcelle interdit un certain nombre de potentialités d'amélioration. L'échelle de l'îlot permet tout, à condition évidemment que le maire et les habitants nous suivent. Et là, bien sûr, c'est affiché, c'est pas que la thermique, on va aller dans des ambitions très larges, changer de maille, confort, bien-être, santé, sécurité, réenchanter les îlots. À cette échelle, on peut embarquer plein de choses, hein, économie circulaire, biodiversité, enfin voilà, on peut être très intelligent. Si en plus on se donne des moyens de travailler en synergie, eh bien, on va déployer l'intelligence collective, on va partager des moyens et on va faire de l'économie d'échelle. Réinventer la gouvernance, deuxième sujet, c'est que ça va être certes compliqué sur ces îlots, il y a 80% ou 90% de propriétaires privés, comment va-t-on les articuler pour qu'ils partent ensemble sur une action collective? Donc il va falloir travailler avec les élus, la maîtrise d'usage, les investisseurs publics, privés et l'État pour arriver à avancer là-dessus. Troisième pilier, déployer le numérique. Le numérique, c'est l'occasion de partager l'information, d'être intelligents collectivement ensemble, de se doter de moyens pour aussi constituer une base de données pour une gestion prédictive de la ville, qui sera toujours moins coûteuse que la gestion curative en urgence où on paye le prix fort. Donc on a inventé le KIM. Alors chacun connaît le BIM, bâtiment, Building Information Model, le SIM, City Information Model. On a inventé l'acronyme juste, hein, KIM, quartier intelligent modélisé. Pour faciliter la compréhension du projet, 3D, partagé, immersif, assurer la traçabilité, fluidifier le développement de projets en mode collaboratif, enrichir cette base de données pour une gestion prédictive intelligente. Et j'en arrive à la fin, bien sûr, tout ça dans une méthode type Lean, hein, CQFD, coût, qualité, fiabilité, délai, voilà, c'est assez évident, il faut faire ça. On imagine même avoir un label pour qu'on puisse conduire cette démarche avec toute la sécurité et la répandre sur le territoire. Et dernier pilier, évidemment, c'est innover. Innover pour massifier. Donc, on a repéré, et on est souvent d'ailleurs, nous-mêmes, en tant qu'architectes, bien impliqués dans ces nouvelles technologies. On parle de Greenflex, Energy Sprong, mais donc ça peut être une innovation avec une forte connotation industrielle, ça peut être aussi l'éclairage sur des gestes anciens. Et puis, voilà, on est en train de rechercher 4 types de tissus urbains sur lesquels on pourrait déployer cette action pour montrer son efficacité. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci François. Peut-être très rapidement un dernier mot, Monsieur Corteville. Voilà, quelles sont les prochaines étapes là, qui sont devant nous pour massifier cette rénovation ? Alors, je pense que, je vais reprendre un point que vous avez dit. Il n'y a pas que la thermique, à un moment vous l'avez dit, et effectivement, il n'y a pas que la thermique. Un propriétaire bailleur, il va rénover, c'est pas uniquement pour la thermique. Enfin, il peut être militant écolo convaincu et ne le faire que pour ça. Mais il y a des sujets, des freins, des leviers, la norme, comment on incite à y aller, les aides, etc. Donc il y a ce cadre, et il y a derrière comment on arrive à rentrer dans ce cadre. Il n'y a pas que la thermique, parce qu'il y a des territoires différents, il y a des modes de construction différents, de rénovation, il y a tous ces quartiers, notamment anciens, le plan Action Cœur de Ville, sur lesquels rénover une copropriété, c'est pas la même chose que quand on est sur quelque chose qui n'est pas patrimonial. L'isolation par l'extérieur, c'est pas toujours possible. Il y a du chauffage collectif individuel. Voilà, il n'y a pas que la thermique. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir ce cadre national et derrière que l'ensemble des acteurs puissent apporter des réponses. Alors, les acteurs territoriaux, forcément, le centre-ville reconstruit après la guerre ou patrimonial médiéval, c'est pas la même chose. Les acteurs du bâtiment.
etc. Donc voilà, c'est vraiment notre rôle côté Alana, c'est d'avoir ce cadre global, mais derrière de pouvoir se plugger avec différentes analyses et puis travailler par exemple avec vous sur Opera et les démarches de copropriété, mais plus globalement que chacun puisse s'en saisir localement et dans ses dynamiques. Voilà. Merci beaucoup, merci messieurs. Un dernier mot, François ou... Oui, rappelez qu'ici vous êtes dans la bonne salle, parce que dans la salle du bas, on va parler du neuf, pas inquiet. Avec la RE 2020, on y arrivera, mais le vrai sujet, il est sur l'ancien. Hein. On renouvelle que de 1% chaque année le parc existant. Donc, je veux dire, notre challenge collectif est vraiment sur ce sujet de la recodification de ce qui existe, qu'on n'a peut-être pas très bien fait par le passé, et qu'on peut réparer. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez les applaudir. Vous pourrez leur poser des questions vers 10h30. On a une petite pause, à 11h, pardon, on a une petite pause après pour des questions-réponses. Dans cette salle, donc, des retours d'expérience, des tables rondes. Et justement, on va tout de suite avoir un premier retour d'expérience d'une rénovation bas carbone performante, BBCA performant, la résidence Pitet. Donc, c'est 728 logements sociaux de Paris Habitat. Donc, je vais accueillir